Les hommes poussés par l'ambition et obsédés par la réussite échouent souvent de façon catastrophique dans leurs relations avec les femmes. Napoléon Bonaparte, l'un des esprits militaires les plus brillants de l'histoire, a fait une observation profonde après son divorce avec Joséphine. Le pouvoir est ma maîtresse. Ce n'était pas simplement un mélodrame poétique, c'était une froide reconnaissance d'une vérité inconfortable sur la nature humaine avec laquelle les philosophes se débattent depuis des siècles. La poursuite de la grandeur exige des sacrifices, et pour de nombreux hommes à travers l'histoire, ce sacrifice a été la connexion intime. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui, dans la psychologie de la réussite exceptionnelle, crée ce schéma? Et que révèle-t-il sur la tension entre nos plus hautes aspirations et nos besoins émotionnels les plus profonds? La réponse bouleverse tout ce que la culture moderne nous dit sur les relations, le succès et l'accomplissement. Et elle expose pourquoi les échecs romantiques des grands hommes ne sont pas seulement des tragédies personnelles, ce sont des conséquences inévitables du fonctionnement réel du désir humain. Le schéma que personne ne veut reconnaître. L'observation de Napoléon n'était pas unique. Friedrich Nietzsche, qui a passé sa vie à étudier l'excellence humaine, est mort seul et mentalement brisé. Nikola Tesla, dont les inventions alimentent notre monde moderne, a conclu qu'un homme qui consacre sa vie aux grandes idées est inapte à la vie familiale. Albert Einstein, après son divorce, a écrit que « Le problème était que moi, avec mon violon et mon travail scientifique, j'ai négligé ma vie familiale. » Ce schéma s'étend au-delà de la science et de la philosophie. D'Alexandre le Grand à Steve Jobs, l'histoire révèle la même histoire. Les hommes qui changent le monde échouent souvent lamentablement à maintenir des relations intimes. L'explication standard est simple. Ces hommes n'étaient que des bourreaux de travail égoïstes qui négligeaient leurs partenaires. Mais cette explication omet quelque chose de fondamental. Ce n'étaient pas simplement des hommes avec de mauvaises compétences en gestion du temps. C'étaient des hommes possédés par des visions qui les consumaient entièrement. Quand Joséphine se plaignait de l'absence de Napoléon, il ne lui disait pas qu'il était occupé. Il lui disait qu'il servait le destin. Quand la femme d'Einstein implorait plus d'attention, il ne disait pas qu'il était surchargé de travail. Il disait qu'il dévoilait les secrets de l'univers. Le problème n'était pas seulement qu'ils étaient absents, c'était que leurs esprits vivaient dans des royaumes auxquels leurs partenaires ne pouvaient pas accéder. L'insight de Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, le philosophe allemand pessimiste, a identifié ce qu'il appelait la tragédie de la volonté, la pulsion humaine vers la réussite et l'auto-transcendance qui détruit paradoxalement la capacité de contentement de celui qui réussit. Ce que Schopenhauer a reconnu, c'est que la grandeur nécessite une réorientation fondamentale de l'énergie vitale qui autrement s'écoulerait dans les relations. Il ne s'agit pas d'une simple allocation de temps, il s'agit d'orientation psychologique. Le type d'obsession qui produit un travail révolutionnaire exige ce que les psychologues appellent maintenant la capture cognitive complète, la concentration totale des ressources mentales sur un seul problème ou une seule vision. Quand Napoléon a dit « Le pouvoir est ma maîtresse », il n'était pas métaphorique. L'énergie émotionnelle que la plupart des hommes dirigent vers la connexion était, chez lui, dirigée vers la conquête. Les neurosciences récentes confirment ce que ces hommes ont intuitivement compris. Les mêmes voies neuronales qui alimentent l'attachement romantique alimentent aussi l'obsession créative, mais elles ne peuvent pas pleinement faire les deux simultanément. Les systèmes dopaminergiques qui font que l'amour est gratifiant sont les mêmes qui font que la percée créative est extatique.
chez les véritables obsédés de la réussite, ces voix sont recablées pour répondre plus puissamment à la réussite qu'à la connexion humaine. La perspective féminine. C'est ici que l'observation de Napoléon devient vraiment inconfortable. Ce n'était pas seulement que son obsession du pouvoir ne laissait pas de place à Joséphine, c'est que son obsession elle-même devenait fondamentalement peu attrayante pour elle. Et cela révèle quelque chose de profond sur la différence entre la psychologie masculine et féminine que la culture contemporaine a du mal à reconnaître. Tout au long de l'histoire évolutive, l'attraction féminine a été calibrée pour sélectionner les hommes qui dirigent leur attention vers elle. Le regard masculin, pas seulement visuel, mais attentionnel, est une composante fondamentale de ce que les femmes vivent comme le désir. Lorsque l'attention d'un homme est totalement captée par quelque chose au-delà de la relation, le fondement même de l'attraction féminine commence à s'éroder. Simone de Beauvoir, malgré son statut de pionnière féministe, a reconnu cette dynamique dans sa relation avec Jean-Paul Sartre. Elle a écrit que « la femme est vouée au malheur dès qu'elle décide d'aimer un créateur, car la création est la forme la plus profonde d'égoïsme. » Même en luttant pour l'indépendance féminine, de Beauvoir a reconnu que le désir féminin a sa propre logique interne, qu'aucune idéologie ne peut simplement outrepasser. Cela ne signifie pas que les femmes ne valorisent pas la réussite, elles le font absolument. Mais la recherche montre constamment qu'elle valorise la réussite qui améliore la capacité de l'homme à se connecter, pas la réussite qui la remplace. La réussite qui attire est celle qui revient enrichir la relation. La réussite qui repousse est celle qui devient un univers alternatif dans lequel le partenaire ne peut jamais pleinement entrer. Le décalage tragique. Cela crée un paradoxe tragique au cœur de l'ambition masculine. La concentration exclusive requise pour réaliser des exploits qui changent l'histoire est précisément ce qui mine le fondement psychologique de la connexion romantique. Les qualités qui rendent un homme grand le rendent souvent terrible dans l'intimité. Le génie militaire de Napoléon est né de sa capacité à voir le champ de bataille comme un système mathématique, à réduire la souffrance humaine et la mort à des variables dans une équation. Cette même orientation psychologique l'a rendu catastrophiquement sourd aux besoins émotionnels de Joséphine. Les schémas qui l'ont rendu exceptionnel en tant que général l'ont rendu déficient en tant que partenaire. La capacité d'Einstein à visualiser des concepts au-delà de la compréhension humaine normale l'a rendu révolutionnaire en tant que physicien, mais souvent inconscient en tant que mari. Son esprit vivait dans des dimensions auxquelles sa femme ne pouvait pas accéder. Quand elle exigeait son attention, elle ne faisait pas simplement concurrence à son travail. Elle faisait concurrence à l'extase de la perspicacité mathématique qu'aucune relation humaine ne pouvait égaler. L'idée fausse moderne. La culture contemporaine nous vante une fiction réconfortante, que nous pouvons tout avoir, des réalisations qui changent le monde et des relations profondément épanouissantes. Mais les preuves historiques suggèrent le contraire. Le niveau de dévotion psychologique requis pour une réussite vraiment exceptionnelle se fait souvent au détriment de la présence attentionnelle que requiert la connexion intime. Il ne s'agit pas d'équilibre travail-vie personnelle ou de planifier des soirées en amoureux. Il s'agit de l'architecture fondamentale du désir et de l'attention. L'homme dont l'esprit est consumé par la quête de fission de l'atome, de révolution technologique ou de conquête de l'Europe existe partiellement dans une autre réalité. Sa partenaire ne fait pas seulement concurrence à son temps, elle fait concurrence à l'univers alternatif qui a capturé son imagination. Les conseils modernes en matière de relations se concentrent sur les techniques de communication
et l'intelligence émotionnelle. Mais Napoléon et Joséphine n'avaient pas simplement besoin de meilleures compétences en communication. Leur tragédie n'était pas un échec de l'entretien de la relation. C'était un décalage fondamental entre son ambition cosmique et ses besoins humains. Le déni culturel. Notre culture refuse de reconnaître cette tension. Nous célébrons les réalisations des grands hommes tout en condamnant simultanément leurs échecs relationnels comme des défaillances morales personnelles, plutôt que des inévitabilités structurelles. Nous voulons que nos visionnaires changent le monde sans être changés eux-mêmes. Nous voulons que nos génies transcendent les limitations humaines normales, tout en restant des partenaires parfaitement attentifs. Ce déni crée des souffrances inutiles. Les jeunes hommes qui poursuivent la grandeur se font dire qu'ils ne font tout simplement pas assez d'efforts dans les relations. Les femmes en couple avec des hommes profondément ambitieux se blâment elles-mêmes lorsqu'elles ne peuvent pas pénétrer la réalité alternative qui a capturé l'esprit de leur partenaire. La dure vérité est que certaines formes de grandeur repoussent effectivement la connexion intime, non pas parce que les grands hommes sont des idiots, mais parce que l'orientation psychologique qui produit des réalisations qui changent le monde est fondamentalement différente de l'orientation qui soutient l'intimité profonde. Résolution possible. Alors, les hommes exceptionnels sont-ils condamnés à l'échec relationnel? Pas nécessairement, mais résoudre cette tension nécessite de la reconnaître plutôt que de la nier. Certaines femmes, à travers l'histoire, ont trouvé l'accomplissement en s'associant à la grandeur, en devenant des collaboratrices plutôt que des priorités concurrentes. Marie Curie et son mari Pierre ont créé une obsession partagée, transformant leur relation en un véhicule pour la réussite mutuelle plutôt qu'une alternative à celle-ci. Leur mariage n'était pas une question d'équilibre, c'était une question de fusion. D'autres hommes exceptionnels ont réussi en trouvant des partenaires qui tirent un véritable épanouissement du soutien à la grandeur, plutôt que de recevoir de l'attention romantique. Ces relations fonctionnent selon des termes différents de ceux que suggèrent les idéaux romantiques conventionnels. Ce sont des partenariats organisés autour de la vision de l'homme, la femme trouvant un sens dans le fait de permettre la réussite plutôt que d'en être le centre principal. Mais ces solutions nécessitent d'abandonner le fantasme selon lequel la réussite exceptionnelle peut coexister avec des dynamiques relationnelles conventionnelles. Elles nécessitent de reconnaître que certaines formes de grandeur transforment effectivement les hommes de manière qui rendent l'intimité traditionnelle difficile ou impossible. La question plus profonde. Cela nous amène au cœur philosophique de la question. La poursuite de la grandeur vaut-elle le sacrifice de la connexion intime? Différentes traditions philosophiques offrent des réponses radicalement différentes. La tradition aristotélicienne suggère que l'épanouissement humain nécessite un équilibre, qu'une bonne vie intègre la réussite avec la connexion. De cette perspective, l'obsession de Napoléon représente un échec plutôt qu'un triomphe, une vie déséquilibrée et donc fondamentalement incomplète. La tradition nietzschéenne soutient que la réussite transcendante justifie n'importe quel coût personnel, que la grandeur elle-même est la plus haute valeur humaine. De ce point de vue, les échecs relationnels de Napoléon étaient des dommages collatéraux acceptables dans sa poursuite de l'importance historique. Plus récemment, des philosophes comme Bernard Williams ont suggéré qu'aucune tradition ne capture pleinement la complexité des valeurs humaines. Williams a proposé que nous ayons des projets fondamentaux, des engagements fondamentaux qui donnent un sens à nos vies au-delà du bien-être conventionnel.
Pour certains individus exceptionnels, ces projets fondamentaux deviennent totalement absorbants, de manière qui rendent impossible la satisfaction relationnelle traditionnelle. Au-delà du jugement. L'erreur que notre culture commet est d'imposer un modèle unique d'accomplissement humain à des types d'individus radicalement différents. Nous supposons que tout le monde devrait vouloir le même équilibre de réussite et de connexion, de carrière et de famille, de grandeur et de bonheur. Mais ce que Napoléon a compris avec sa clarté caractéristique, c'est que différentes âmes sont poussées par différentes fins. Certains hommes sont destinés au bonheur conventionnel. D'autres sont condamnés ou bénis à poursuivre des visions qui les consumeront entièrement. La tragédie n'est pas que les grands hommes échouent dans les relations. La tragédie est que nous nous attendons à ce qu'ils n'échouent pas, que nous exigeons qu'ils habitent simultanément des orientations psychologiques incompatibles. Nous voulons que nos Napoléons, nos Einstein, nos Tesla changent le monde sans être changés eux-mêmes. Cela n'excuse pas la cruauté ou la négligence. De nombreux grands hommes se sont effectivement comportés terriblement envers les femmes qui les aimaient. Mais comprendre la structure psychologique qui crée ce schéma nous permet de le voir comme quelque chose de plus complexe que le simple égoïsme. Le paradoxe final. L'histoire révèle une vérité inconfortable. Les sociétés ont besoin à la fois d'individus orientés vers la connexion qui soutiennent les communautés et d'individus obsédés qui les transforment. Les qualités qui rendent quelqu'un excellent pour nourrir les relations sont souvent incompatibles avec les qualités qui conduisent à l'innovation radicale ou à la réussite. L'observation troublante de Napoléon ne concernait pas seulement son échec personnel. Elle concernait une tension fondamentale dans l'épanouissement humain qu'aucun conseil relationnel ou ajustement psychologique ne peut pleinement résoudre. Certaines formes de grandeur repoussent effectivement l'intimité, non pas parce que les grands hommes n'essaient pas assez fort, mais parce que la grandeur elle-même requiert une orientation psychologique qui rend l'intimité conventionnelle difficile ou impossible. La question n'est pas de savoir si cette observation est vraie. L'histoire la confirme à maintes reprises. La question est de savoir comment nous répondons à cette vérité. Nions-nous l'incompatibilité et continuons-nous à attendre l'impossible? Condamnons-nous les grands hommes pour leurs échecs relationnels sans comprendre leur structure psychologique? Ou reconnaissons-nous que différentes âmes ont différents destins, que certaines sont faites pour le bonheur, tandis que d'autres sont faites pour la réussite? Napoléon a choisi la réussite, et bien que sa vie personnelle se soit terminée dans une amère solitude, son nom a perduré pendant des siècles. Cela en valait-il la peine? Ce n'est pas à nous d'en juger. Mais comprendre le choix lui-même et les réalités psychologiques qui le façonnent nous permet d'aller au-delà de la condamnation simpliste vers une compréhension plus profonde de l'architecture complexe de la grandeur humaine. La vérité inconfortable demeure. Le pouvoir était effectivement la maîtresse de Napoléon. Et pour les hommes à travers l'histoire qui ont changé le monde, leurs plus grandes œuvres ont souvent été leurs relations les plus durables.